personne n'a toutes les infos. Donc en fait, il faut savoir décrypter l'information et justement, il faut avoir des gens qui sachent décrypter cette information. Parce qu'il y a des dizaines de milliers de formations. 1, qui je suis. 2, quel métier m'intéresse. Et 3, vers quelle formation je veux aller. Et un jeune qui s'oriente tout seul, il part à l'inverse. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, on manque cruellement de moyens financiers. En France, on adore dépenser de l'argent sur la formation. Quand on dépense, je veux dire n'importe quoi, 1 000 € pour créer des formations, on ferait mieux de dépenser 900 € sur la formation et 100 € sur l'orientation. On manque pas de formation en France. On manque de jeunes qui ont envie d'aller vers les formations des métiers d'avenir. Pour aider un jeune à réussir, faut le mettre dans un projet à la fois ambitieux et réaliste avec le marché de l'emploi, réaliste aussi avec ses résultats scolaires. On est vraiment le pré-LinkedIn des 14, 25, 30 ans. Une rencontre peut-elle vraiment changer une vie? Cette question, notre invité du jour en est persuadé. Parce que l'orientation scolaire et professionnelle, ce n'est pas seulement choisir une voie, c'est aussi et surtout faire des rencontres déterminantes, celles qui vous inspirent, celles qui vous rassurent et celles qui vous guident. Christelle Mélé-Génin est justement de ces personnes convaincues que chaque métier mérite, que chaque jeune mérite une rencontre inspirante pour construire son avenir. Après un début, vous allez le voir, de carrière, et on va en parler, réussi dans le monde très codifié de la finance et de la communication, cet entrepreneur social a fait un choix audacieux, quitter un chemin tout tracé pour créer Job IRL, le premier réseau social d'orientation en France. Et depuis plus de 10 ans, son association est devenue une véritable référence. Plus de 300 000 membres inscrits, rien que ça, des milliers d'entreprises engagées, des dizaines de milliers de jeunes accompagnés aussi chaque année, partout sur le territoire. Son objectif, rendre l'orientation plus humaine, plus accessible, plus collaborative et surtout montrer à chaque jeune qu'il a sa place et un avenir à construire. Christelle va venir aujourd'hui nous parler des coulisses de son parcours, de son combat aussi pour l'égalité des chances, mais aussi du rôle central que joue l'orientation pour préparer la jeunesse aux défis d'un monde toujours plus complexe. Alors pourquoi l'orientation reste-t-elle encore le parent pauvre de notre système scolaire? Comment redonner confiance et optimisme aussi aux jeunes face à un avenir incertain? Et puis aussi, et c'est important, comment chacun de nous peut-il, à son échelle, contribuer à changer concrètement le destin d'un jeune? Voilà quelques-unes des questions qu'on va se poser avec vous. Christelle, merci d'être parmi nous. Bonjour. C'est un immense plaisir de vous recevoir dans 20 sur 20. On va démarrer tout de suite, justement. Peut-être par le commencement, c'est comme ça qu'on démarre toutes les interviews ici dans 20 sur 20. C'est cette petite étincelle. À quel moment vous avez senti justement que votre vocation, c'était d'aider les jeunes dans leur orientation? Alors, d'aider les jeunes dans leur orientation, ça m'est venu relativement tard, mais d'aider les autres très tôt, puisque j'ai toujours en fait rêvé d'aider les autres, je dirais. D'accord. Comme je raconte souvent, à 7 ans, je rêvais de faire de la politique, à 15 ans, je rêvais d'être médecin humanitaire, à 18 ans, justement, je n'avais pas les bonnes rencontres pour m'orienter et j'ai fait des études un peu toutes tracées de maths, de finance, d'économie. Mais D'accord. parce que derrière, j'avais quand même déjà des idées de banque mondiale, d'humanitaire, de développement à l'époque. Et puis, je suis rentrée dans la vie active en faisant de la communication dans la finance, des relations investisseurs. Je suis Sympa. rentrée dans des grands groupes américains où j'ai fait du marketing et de la communication. D'accord. Et puis, en parallèle, j'avais des actions associatives. J'ai fait longtemps des maraudes pour les sans-abri avec le Secours catholique. Quand j'étais directrice marketing communication dans le groupe General Electric en France, en fait, comme j'avais été repérée pour ce que je faisais en dehors du travail, on m'a élue, m'a proposé que je me présente pour être élue en tant que présidente de l'association des bénévoles du groupe General Electric en France. D'accord. Et c'est vieux, ça, puisque c'est 2003-2004. Et puis, c'est là où, en fait, je mobilisais énormément de collaborateurs de l'entreprise, puisque quand je vois ce que font les entreprises, je me dis que ce qu'on faisait, c'était incroyable, puisque moi, alors que j'étais directrice marketing Europe d'une filiale de GE Capital, donc je passais ma semaine à faire autre chose. Ouais. Entre les soirs et les week-ends, sur l'année, on arrivait à mobiliser 1500 collaborateurs sur 10 000 pour faire Énorme. des courses pour Petit Prince à l'époque. Je livrais des colis à Noël pour des enfants malades ou malheureusement des enfants maltraités qui étaient suivis par Enfants Bleus. On avait repeint une crèche d'enfants handicapés, enfin plein de choses comme ça. On faisait ça tout au long de l'année.
Et c'est là qu'en fait a commencé à germer, je dirais, l'idée de Job IRL, puisque on faisait du soutien scolaire à Nanterre, derrière la Défense, le Oui. mercredi soir. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais il faudrait qu'on leur parle de nos métiers, il faudrait qu'on leur dise qu'on est dans une entreprise qui recrute. Moi, j'étais dans la filière à facturage. Alors, c'est vrai, ça fait rêver personne, mais en même temps, il y a plein de gens qui gagnent très bien leur vie. Bien Voilà. sûr. Et donc, c'est là que j'ai commencé à germer ça. Et puis, bon, il se fait que ça ne s'est pas fait tout de suite. J'ai eu d'autres fonctions après. Et en 2010, quand j'ai quitté mon dernier job salarié classique, c'est là que je me suis dit, bon, allez, il y a un moment, il faut que je me lance, il faut que je devienne entrepreneur social, il faut que je passe à autre chose. Et en début 2011, j'ai eu cette idée de créer un réseau social pour créer un lien massif entre les jeunes et les professionnels. Génial. Parce que moi, à 18 ans, justement, j'avais plein de questions à poser, j'avais personne C'est ce que j'allais et vous je demander. savais pas où trouver mes réponses. D'accord. Parce que voilà, mes parents n'avaient pas le réseau, comme on dit, qui moi m'aurait permis Puis j'ai été très sensible au déterminisme social parce que j'ai grandi à Colombes, parce que j'ai vu des gens autour de moi, très tôt se dire qu'ils feraient pas trop d'études, que Ouais. voilà, hein, ils partaient dans des voies d'apprentissage, mais sans aucune conviction, parce que faire de l'apprentissage, on en parlera peut-être après, mais quand on est convaincu, c'est génial, mais quand c'est juste parce qu'on n'a pas les bons résultats scolaires et qu'on ne sait pas où aller, Bien c'est sûr. dommage. Bien sûr. Et moi, j'ai eu la chance de changer de collège pour trouver un collège d'un meilleur niveau, de rentrer dans un lycée qui avait un bon niveau, et puis de continuer mes études comme ça, puis d'arriver à Dauphine, puis d'arriver à Sciences Po Paris. Donc moi, je dirais, j'ai remonté tous les escaliers, je dirais, de l'excellence académique petit à petit en partant de mon collège. Maintenant, on dirait après plus à Colombes. Ouais. Et puis, mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde, parce que moi, je pense que j'avais de l'ambition, j'avais peut-être certaines facilités qui m'ont permis de faire tout ça, et il faut le reconnaître. Et donc voilà, et donc 2011, j'ai cette idée de me dire, je vais donner du réseau à tous les jeunes qui n'en ont pas, parce que j'avais fait aussi pas mal d'accompagnement de chômeurs de longue durée avec Solidarité Nouvelle face au chômage. Donc, je savais à quel point le réseau est capital quand on cherche un emploi, quand on a besoin justement de construire son projet professionnel. Ouais. Et donc, mon idée était de dire, faut qu'on donne ça, mais aussi à des jeunes qui ont 15, 18, 20 ans, pour qu'ils y voient clair, pour qu'ils comprennent les métiers, les filières qui recrutent. Alors maintenant, les métiers d'avenir, parce qu'on sait à quel point les métiers changent. Et donc, il est extrêmement important de se dire, est-ce que je vais quand même dans une filière qui a de l'avenir ou pas trop d'avenir? Alors, Bien même sûr. si on a peu de réponses à ces questions aujourd'hui, parce qu'on voit bien avec l'IA qu'on change vite d'avis quand même sur ces sujets-là, hein. Même ceux qui prétendent avoir des réponses, moi, je ne prétends pas trop en avoir, parce que justement, je pense que quand on réfléchit vraiment, on sait qu'on n'a pas toutes les réponses. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, 10 ans après, ce réseau existe. Et aujourd'hui, tout jeune peut trouver des professionnels de tous les métiers grâce à Job IRL et poser ses questions, ou trouver des étudiants de tout type de formation et trouver aussi des réponses sur tiens, j'hésite à aller dans telle prépa, dans telle université, dans tel BTS, dans tel CAP. Voilà, je trouve des jeunes qui font ça et à qui je peux poser toutes mes questions. Sacrée aventure. En tout cas, qui a démarré il y a combien de temps maintenant? J'ai lancé la première version du site début 2013. D'accord. Voilà. Donc, Ça on dure. a fêté nos 10 ans effectifs il y a 1 an et demi. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est combien de jeunes qui ont été accompagnés? Alors aujourd'hui, combien? Alors, ce qui est très compliqué, parce qu'en fait, on a des chiffres un peu compliqués. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'on a plus de 6,5 millions de jeunes qui sont venus sur la plateforme depuis les débuts. L'année D'accord. dernière, 1 million de jeunes sont venus sur jobirl.com. D'accord. Alors après, ce qui est assez étonnant, c'est que moi, ça m'est arrivé de rencontrer des jeunes qui ont trouvé des réponses à leurs questions sans même aller échanger avec un professionnel, parce qu'ils ont trouvé des contenus qui les intéressaient. Et j'ai une jeune comme ça, totalement perdue, qui m'a dit, grâce à un article, j'ai décidé d'être préparatrice en pharmacie. Bon, génial. Et puis, il y a tous ceux qui échangent avec la communauté. Et puis aussi, surtout aujourd'hui, il y a tous les jeunes qui sont mentorés, puisqu'on fait aussi du mentorat de long terme pendant 6 mois, où la communauté de professionnels, donc on a 8500 professionnels actifs actuellement sur tout type de métier pour répondre aux jeunes. Et puis parmi eux, il y en a à peu près 1500 qui sont mentors et qui les accompagnent pendant 6 mois dans leur projet d'orientation, dans leur recherche de stage et alternance. Et puis aussi sur le terrain, puisqu'en fait, très tôt, on a lancé le site en 2013. Et en fait, dès fin 2013,
j'ai compris que les jeunes les plus en difficulté, et moi c'est ceux-là, alors je dirais qui m'intéressent le plus, je dirais pas ça pour les autres, mais qu'on a le plus envie d'aider, Ouais. il fallait aller à leur rencontre, aller sur leur terrain, leur donner plus qu'uniquement un réseau, parce qu'eux ont besoin de plus. Et donc, on a développé énormément de programmes dans les territoires populaires qu'on va qualifier de banlieues, de zones rurales, pour les aider dès leur collège, dès leur lycée, dans certaines universités, les missions locales. Ouais, c'est là où il faut aller les chercher. Voilà. Et là, on a déjà accompagné 150 000 jeunes sur le terrain à travers nos 6 bureaux en France, à Paris, à Lyon, Grenoble, Marseille, Toulouse, Montpellier, où là, on crée vraiment des écosystèmes locaux avec les entreprises locales, avec les acteurs publics, avec les établissements scolaires. On a à peu près 150 collèges et lycées partenaires maintenant. Et donc, on crée du lien territorial pour aider au mieux les jeunes à s'orienter, à y voir clair, à trouver des stages, leur alternance. Alors justement, est-ce que vous pensez, vous qui connaissez le monde de l'orientation par cœur pour y être justement au cœur depuis une dizaine d'années, est-ce que vous pensez que on prend conscience aujourd'hui dans la société de l'importance de l'orientation et de tout ce que ça implique autour? Parce que quelque part, vous avez agrégé ces dernières années tous les acteurs de l'orientation des jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la société, dans le monde politique, on prend conscience de tout ça? Alors, il y a une vraie prise de conscience puisqu'il y a eu quand même énormément de réformes récentes, il y a eu énormément d'avancées de l'éducation nationale. Les gens critiquent l'éducation nationale, mais l'éducation nationale a fait beaucoup ces dernières années. Après, le problème, c'est qu'on ne met pas les moyens en face. Donc, on vote des lois dans lesquelles on assure des heures d'orientation au collège, au lycée, mais en fait, elles ne sont pas effectives, elles ne sont pas obligatoires, elles ne sont pas financées. Donc, les établissements scolaires sont relativement démunis. Alors, quand vous avez un prof passionné par ces sujets-là, les choses avancent. Si vous avez un chef d'établissement très volontaire, ça avance. Mais si ce n'est pas le cas, ça avance beaucoup moins. Oui, parce qu'il y a la question de la personne aussi qui donne Bien sûr, parce que c'est bien de vouloir faire de l'orientation, mais il faut avoir l'info. Ouais. Justement, moi, l'objet de notre communauté, c'est de dire personne n'a toutes les infos. Personne n'a toutes les infos. Vous voyez, moi, mon fils est en terminale cette année. Ouais. Et donc, je viens de passer mon week-end non. à finaliser avec lui ses vœux Parcoursup. Mais je dirais, moi-même, qui baigne sur ces sujets, moi-même, je n'ai pas toutes les infos. On a Bien passé sûr. notre week-end sur des classements, sur des affinages précis de quelle licence, quelle ceci, c'est quoi les taux de réussite. Enfin, personne n'a toutes les infos. Donc, en fait, il faut savoir décrypter l'information. Et justement, il faut avoir des gens qui sachent décrypter cette information. Parce qu'il y a des dizaines de milliers de formations. Je crois que sur Parcoursup, on est à 20 000. 24 000, oui. 24 cette 000, année, voilà. ouais. Donc, personne n'a l'info sur 24 000 formations. Non. Et c'est normal. Et donc, aujourd'hui, typiquement, Parcoursup présente énormément de stades de données, mais il faut avoir des gens qui sachent les lire. Il faut passer des heures pour quand même tout comparer, tout... Voilà, ça prend beaucoup de temps. Et donc, en établissement scolaire, il faut des personnes qui sachent faire ça. Après, l'orientation, ça part quand même des métiers. Justement, c'est là où il ne faut pas partir des formations. Mais à l'origine, idéalement, c'est un enfant, un jeune qui se projette et qui se dit « mais dans quelle filière j'ai envie de travailler ? Sur quel métier ? À quel niveau de formation ?» En fait, il faut redescendre, je dirais. L'orientation, c'est 1, qui je suis, 2, quel métier m'intéresse, et 3, vers quelle formation je veux aller. Et un jeune qui s'oriente tout seul, il a plutôt tendance à se dire « je fais quoi l'année prochaine ?» Et il part à l'inverse. Et c'est ça le problème. Et c'est comme ça qu'on a plein de jeunes qui, après 3, 4, 5 ans d'études, disent « mais en fait, j'ai fait des études, ça ne me plaît pas. Je n'avais pas réalisé que j'allais travailler dans tel milieu, et puis en fait, j'aime pas ce milieu-là. » Ou « j'avais pas réalisé que j'allais gagner tant, et ça ne me convient pas. » Enfin, voilà. Et donc, il faut plutôt partir à l'envers. Et donc ça, si on n'a pas des gens qui connaissent les milieux professionnels, qui connaissent les métiers, on ne peut pas demander à des professeurs principaux, quelle que soit leur matière, de connaître toutes les filières non plus. Ils sont démunis. D'ailleurs, moi, quand j'ai créé Job IRL, j'ai une amie prof de philo, d'ailleurs, elle est toujours administrateur de Job IRL, parce que quand j'ai eu l'idée, elle m'a dit « mais c'est génial, on en a tellement besoin ». Et donc, aujourd'hui, en établissement scolaire, justement, donc il y a une prise de conscience, il y a un manque de moyens. Donc, les chefs d'établissement ou même des enseignants sont ravis de
trouver des acteurs, des associations comme les nôtres. Mais aujourd'hui, on manque cruellement de moyens financiers. L'État n'en met pas beaucoup. Les régions sont censées aujourd'hui être chefs d'orchestre un peu de l'orientation sur la partie découverte des métiers, mais elles n'ont pas mis beaucoup de moyens derrière. Les moyens sont tout petits. Bah oui, les moyens sont tout petits. Elles ont mis beaucoup d'argent sur la formation. En fait, en France, on adore dépenser de l'argent sur la formation. On crée de nouvelles formations. Par exemple, dans l'industrie aujourd'hui, on crée plein de formations. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas les jeunes qui ont envie d'aller travailler dans l'industrie. Pénurie de métiers et de talent. Donc, non, mais pénurie d'envie, je dirais, surtout. C'est-à-dire qu'en fait, mais oui, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on crée des formations, mais quand on dépense, je veux dire n'importe quoi, 1 000 € pour créer des formations, on ferait mieux de dépenser 900 € sur la formation et 100 € sur l'orientation pour remplir les classes. Parce qu'aujourd'hui, sur toutes les filières en tension, les classes sont vides. Donc, on peut créer à l'infini des formations. Moi, quand je vois parfois des gens qui se réjouissent d'une création de nouvelles formations, je me dis « Ah mais mince, une de plus, mais ça sert à quoi ?» Le problème, c'est que ça sert à rien. On manque pas de formation en France. On manque de jeunes qui ont envie d'aller vers les formations des métiers qui recrutent, comme on dit, des métiers d'avenir. On parle des filles dans le numérique. Nous, on travaille beaucoup sur ces sujets-là. On a créé la communauté des intrépides de la tech avec l'école Saint-Plon, la compagnie du code et autres. Il y a toute l'initiative Tech pour elles qui est en train de se développer pour la promotion des filières du numérique auprès des filles. On n'a pas besoin de nouvelles écoles d'ingé. Le problème, c'est que les filles n'y vont pas. Donc, ce qu'il faut, c'est en effet mettre tous énormément d'énergie à dire aux filles, aller vers la tech, aller vers l'industrie. Voilà, et c'est ça dont on a besoin. À quel moment il faut justement leur en parler à ces filles comme aux garçons, de l'orientation, des métiers? Est-ce que 14, 15 ans, quand ils arrivent en troisième, en seconde, c'est déjà trop tard? Moi, je pense que le gouvernement, justement, les volontés de parler métiers maintenant commencent dès la 5e. Moi, je trouve que c'est bien la 5e. Nous, on le fait dans notre programme Connecte-toi à ton avenir. On commence en 5e au collège aujourd'hui. Et la 5e, moi, je trouve que plus tôt... Alors oui, si plus tôt, on peut faire des... Et il y a beaucoup de pays dans le monde, en Australie et autres, où ils font de la sensibilisation aux métiers dès le primaire, parce qu'ils font des petites activités, des métiers, des visites d'entreprise, c'est génial. Mais déjà en France, partons de là où on en est. Si déjà, dès la 5e, on fait de la découverte des métiers, on rencontre des professionnels, c'est aussi acclimater les enfants à oser poser des questions à un professionnel, sinon il y a il y a une barrière qui s'instaure et c'est pas évident pour eux. C'est sûr. Donc, moi, je trouve que le début du collège, c'est bien. Alors, c'est vrai que pour tous ceux qui vont aller vers des filières pro, le collège, il y a une urgence parce que c'est en fin de troisième qu'ils choisissent leur filière pro et qu'après, ils sont quand même un peu enfermés dans leur filière. Alors, on peut toujours changer de filière, mais enfin, on perd des années, ça prend du temps. C'est quand même jamais si évident que ça. Et donc, début du collège, c'est très bien, mais il faut que ça se poursuive tous les ans. Ce n'est pas un forum métier en 5e qui va tout changer. Donc, il faut que tous les ans, il y ait des opportunités de rencontres. Il y a beaucoup de recherches universitaires qui montrent qu'il faut 7 rencontres métiers pour commencer à se faire une idée. Enfin, voilà, ce n'est pas une rencontre qui change. Alors, une rencontre peut changer une vie, mais c'est de toute façon, en pédagogie, on dit qu'il faut aussi apprendre 7 fois. Donc, ça ne se fait pas en une fois. C'est vrai. Voilà. Vous parlez souvent d'une spirale de la réussite. Ah oui, alors ça, c'est un concept auquel je suis très attachée parce que, justement, je pense que pour aider un jeune à réussir, faut le mettre dans un projet, comme je dis toujours, à la fois ambitieux et réaliste. C'est-à-dire qu'il faut lui donner plus d'ambition. Alors surtout avec les jeunes de zones rurales, de quartiers populaires, qui souvent manquent d'ambition parce qu'ils disent « non mais ça, c'est pas pour moi, ça va être compliqué ». Enfin voilà. Oui. Et donc, un projet plus ambitieux, mais aussi réaliste. Alors réaliste, moi j'ai envie de dire avec le marché de l'emploi. Alors il y a des métiers passion. Donc, si on est très bon, faut tenter sa chance. Si on a une passion, faut tenter sa chance. Et puis après, on verra bien. Et puis, réaliste aussi avec ses résultats scolaires. J'aime les chiens et les chats, mais j'ai 8 de moyenne en maths en 3e. Vétérinaire, ça va être compliqué quand même. Alors, à moins que je fasse un bond et que je ne sais quoi, il se passe un miracle. Mais ça va être compliqué. Donc, et après, spirale de la réussite, parce qu'aujourd'hui, justement, on a des parcours
où, quel que soit son niveau scolaire ou sa voie, aujourd'hui, on a des jeunes qui, commençant en voie pro, arrivent à avoir un bac+5 parce qu'après une voie pro, ils vont aller en BTS, ils vont réussir leur BTS, ils vont aller en licence pro, ils vont réussir leur licence pro, ils vont arriver en M1, en M2. Certaines rejoignent même aujourd'hui des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Ouais. Donc ça, c'est une vraie spirale de la réussite. Moi, je ne crois pas trop, justement, au côté un peu miracle. Alors oui, il y a des cas exceptionnels de jeunes qui vont faire un bond en avant en un an, voilà. Mais pour la plupart d'entre eux, c'est vraiment mettre les jeunes dans un parcours qui leur permet de réussir. Par exemple, on sait que les bacs pro à l'université, il y en a 3% d'entre eux qui vont réussir. Ouais. Donc partir à l'université quand on sort d'une voie pro, c'est quand même pas se donner toutes les chances de réussir. En revanche, faire un BTS, réussir son BTS, sa licence pro &co, bah ça, c'est se donner une chance de faire un bac+5. Ouais. Et plutôt que d'être en échec parce que on a visé trop tôt, moi, je prends souvent la comparaison sportive. Moi, quand je pars faire un footing, je pars courir 50 minutes. Je me dis pas, tiens, je vais faire un marathon. Bah, c'est la même chose. Avant de faire un marathon, bah, on court 50 minutes. Et puis un jour, on fait 1 heure et demie. Puis on fait un semi. Puis une fois qu'on a fait 2-3 semis, on se dit, bah, tiens, je vais pousser. Puis un jour, on fait un marathon. Puis peut-être que quand on est un grand marathonien, on se dit, tiens, je vais faire un trail. Mais on passe pas de C'est son vrai. petit jogging du dimanche matin à son trail. Bah, c'est un peu pareil. Et je trouve que l'analogie est assez forte, parlante. Et du coup, voilà, l'idée, c'est comment arriver à un trail à partir de mon petit jogging du dimanche matin. Bah ouais. Et il faut aussi que les jeunes comprennent que, bah oui, il faut travailler, faut s'entraîner. Et que des études, c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Personne n'a la science infuse. Et donc, il faut accepter de se donner un peu de mal pour y arriver. Et parfois de se tromper aussi, parce que Tout à cette fait. notion de l'erreur, quelque part, en France, on a encore un peu de mal avec ça. Oui, alors on progresse pas mal. C'est vrai. Oui, on progresse quand même. Et puis aujourd'hui, justement, typiquement, Parcoursup, après un échec en première année d'études, permet de se réinscrire l'année suivante. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu moins de place, hein, c'est ça aussi les réalités, mais il y en a. Donc, heureusement, en effet, puis Ouais. la vie est longue. Hein. Aujourd'hui, on vit jusqu'à 90-95 ans. Ouais. Donc, on a le temps de se tromper. Il ne faut pas s'affoler non plus. Et puis, à chaque étape de la vie, on apprend beaucoup. Moi qui ai toujours rêvé de travailler dans le milieu associatif, dans le fond, j'ai commencé par 15 ans de carrière dans le privé, dans la finance. Et j'ai beaucoup appris et ça m'a permis de peut-être aller plus vite que si j'avais fait autre chose avant. Donc, il faut accepter aussi les parcours de vie. Hein. C'est le principe de sérendipité où on se crée un chemin et puis sur ce chemin, on fait typiquement des rencontres. Je reviens à la rencontre, on découvre des choses et puis on avance. Il y a un prof qui a changé votre vie, Christelle? Alors, parlant de rencontres. je ne sais pas si j'ai un prof qui a changé ma vie. C'est une bonne question. Je sais que j'ai une prof d'anglais qui croyait beaucoup en moi. D'accord. Voilà. Qui vous a fait confiance, peut-être, ou donné confiance? Qui m'a donné confiance. Puis alors elle, c'est assez drôle parce qu'elle me retrouvait plus tard dans mes études. Parce qu'en fait, elle-même avait un côté un peu atypique. Et en fait, prof de lycée, elle m'a retrouvée un jour à Nanterre. Et puis un jour, elle m'a retrouvée à Sciences Po en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et puis je lui disais, regardez, j'y arrive, madame. Et elle m'a, voilà. Alors ça fait partie des enseignants, en effet, qui m'ont plutôt donné confiance en me disant, mais oui, on a toujours cru en toi, tu bossais pas assez, mais on se disait que, voilà, t'en avais sous la pédale. Voilà, exactement. Fallait juste appuyer. Exactement. Quel regard vous portez sur la situation actuelle, peut-être en France, mais ailleurs, sur ce monde de l'éducation? Parce que vous êtes uniquement en France aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on est uniquement en France, même si on a 10% de membres jeunes qui viennent de pays francophones, C'est ça. d'Afrique ou de l'étranger, de lycées français à l'international. Parce que quelque part, et c'était le sens de ma question, pardon, je vous en dis plus maintenant, c'est ce modèle-là de la rencontre. Il est universel. Ah oui, il marche partout, ça c'est certain. Et oui. Aujourd'hui, vous êtes focus sur les pays francophones. Est-ce que vous voyez justement un abord de l'orientation ou de l'éducation de l'enseignement supérieur différent en fonction de ces pays-là? Est-ce que l'orientation est différente vraiment en fonction des cultures et des pays? Est-ce que vous avez peut-être un modèle que vous avez rencontré? Oui, alors justement, dans l'équipe, on a un sociologue, Jules Donzelot, sociologue de l'éducation, spécialiste sur ces sujets d'orientation. D'accord. Et justement, qui a fait toute
sa thèse sur des comparaisons entre l'Angleterre, le modèle en Angleterre, égalité des chances, qui s'appelle Haymeyer, où en fait, justement, à l'université, on organise beaucoup plus des rencontres, des journées portes ouvertes, des rencontres inspirantes. Et justement, quand on s'est rencontrés, moi, je dirais, je l'avais fait juste par bon sens. Voilà, hein, moi, j'ai juste fonctionné avec mon bon sens. Lui, il a fonctionné avec des études universitaires. Et on voit très bien que dans les pays notamment anglo-saxons, aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, dans les pays nordiques, en Australie et autres, très tôt, il y a beaucoup d'activités sur la rencontre des métiers, sur l'ouverture des universités pour les plus jeunes, pour leur donner envie. Et aujourd'hui, on travaille par exemple avec l'association La Fève, qui est une très grande association d'égalité des chances. Et on vient de lancer un parcours ensemble qui s'appelle Vers un parcours augmenté, puisque l'idée, c'est que AFEV plus Job IRL, on est plus fort, mais aussi on a un parcours augmenté pour nos jeunes, je dirais. D'accord. Où l'AFEV organise des rencontres, justement, des formations à l'université. Et puis nous, on organise toute la partie rencontre métier. Et du coup, c'est génial parce que là, on a des collégiens qui ont toute la partie métier avec Job IRL, formation avec l'AFEV. Et l'un plus l'autre, c'est un combo exceptionnel pour travailler son projet professionnel. Bien sûr. Christelle, vous décrivez aussi Job IRL comme le pré-LinkedIn des jeunes. Parce que c'est vrai que quand on réfléchit à cette notion de réseau, tout de suite, on pense aussi au réseau social du réseau professionnel qui est LinkedIn. Vous leur proposez, vous leur insufflez l'idée que justement des réseaux comme LinkedIn, en fait, c'est la clé aussi. Ah oui, on fait même des ateliers. Enfin, les plus vieux, alors pas au collège ou au lycée, mais dans nos programmes, par exemple dans notre programme en alternance sur mesure, où on accompagne des jeunes, là, on leur tient la main, comme je dis souvent, pendant 9 mois, 1 an, pour que de leur terminal bac pro ou leur BTS ou leur BUT, ils trouvent une alternance pour poursuivre leurs études. D'accord. Et là, on change vraiment le destin des jeunes parce que des jeunes qui n'arrivent pas à trouver leur alternance, grâce à nous, trouvent une alternance. En plus, dans des très belles boîtes, dans des grands groupes ou des belles PME. Et puis après, ils poursuivent leurs études. Et comme je dis, là, ils sont sauvés, ils sont partis pour leur carrière. Et à travers notamment ce programme, on fait des ateliers, on les aide à faire leur profil LinkedIn, à leur expliquer comment ça marche et autres. Oui, parce que nous, c'est vrai, c'est là où on est vraiment un pré-LinkedIn intergénérationnel, égalité des chances. Donc pour un jeune, la différence, c'est quand il contacte un pro sur Job IRL, le pro, a priori, va lui répondre parce qu'il est là pour ça, alors qu'on sait bien que le pro qui est sur LinkedIn, il est plutôt là pour gérer sa propre carrière, voire son business. Bien sûr. Et donc, il ne répond pas toujours à un jeune. Donc, on est vraiment le pré-LinkedIn des 14, 25, 30 ans. Donc, si vous nous entendez et que vous êtes dans cette tranche d'âge, ce que vous leur dites, c'est mettez-vous sur LinkedIn, créez votre profil, clairement. c'est essentiel. Ah bah oui, dès le post-bac. Bon, après, ils peuvent toujours s'amuser, mais dès qu'ils ont passé le bac, après, peut-être dans une optique aussi un peu différente, parce qu'ils vont faire d'autres choses que sur Job IRL. Mais voilà, puis ils peuvent faire les deux en même temps. Il y a pas de... C'est pas antinomique. Quel regard vous portez justement sur LinkedIn? C'est intéressant qu'on en parle parce que j'ai lu un post d'Arthur Esbag, vous savez, l'animateur français de télévision, qui s'est lancé là il y a quelques jours sur LinkedIn, alors que vraiment il était sur aucun réseau social à part Instagram. Et donc, il parle de son histoire avec la télévision, de son métier, de son choix d'orientation, de choix de ce nom. Je vais en faire un ambassadeur de Job IRL sur le métier d'animateur. Voilà. Non, franchement, c'est très sympa. Et il y a quelques jours, il a posté un article long en disant « Mais en fait, je débarque sur ce réseau social et j'ai l'impression d'être sur un concours de celui qui a le plus grand parcours, le plus beau parcours, de tout ce qui brille, machin. » Et que c'est vrai, avant, LinkedIn était un réseau strictement professionnel. On voit de plus en plus de personnel sur ce réseau. Et accessoirement, on a l'impression que c'est la course à l'annonce qui claque le plus, etc. Et quel regard vous portez sur ce...
Alors, sur en ces effet, parce changements-là? que en tant que professionnel, je dirais, donc alors, la plupart des gens ont déserté Twitter. Moi, je vois, j'ai pas fait un tweet depuis, je sais pas, j'en faisais beaucoup à une époque. Ça fait peut-être 4 ans que j'ai pas fait un tweet. Ouais. Bon, j'ai un compte dormant, mais voilà, je me dis, on sait jamais si un jour ils sont rachetés. J'ai de quoi Si faire des quelqu'un de sous. sérieux arrive à la tête de Twitter, j'aurai encore mon compte pour le réactiver, mais il est totalement dormant. Ouais. Facebook, bon, comme je dis souvent en rigolant, c'est bien pour voir les photos de sa grand-mère, mais enfin aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose de plus sur Facebook, quoique certaines personnes y passent encore pas mal de temps. Insta, TikTok, on est dans de la vidéo, on est dans de la photo, donc il faut créer du contenu, donc bon, c'est Oui. pas donné à tout le monde. Et donc, il reste LinkedIn aujourd'hui pour faire son autopromo. Donc, il y a un côté autopromo très fort. C'est vrai que, de toute façon, c'est le propre des réseaux sociaux, hein. Sur les réseaux sociaux, on est beau et magnifique, hein. Il y a que Oui. BeReal qui a essayé de contrer ça en disant, tu as 2 minutes pour faire... Moi, je suis sur BeReal, C'est donc vrai? ouais, je suis BeReal avec des très proches et mes ados, parce que voilà, j'ai une fille à l'étranger et c'est sympa. Du Sympa. coup, on a une photo tous les jours. Mais sinon, on est là pour être le plus beau. Alors d'ailleurs, c'est très drôle. Moi, je vois des gens qui font des exercices sur LinkedIn où récemment, je voyais quelqu'un publier maintenant, le soir, je suis plus sur les réseaux sociaux, je lis et autres. Et alors, je me dis, tiens, c'est marrant. Elle a quand même passé 1 heure à faire un post LinkedIn pour nous raconter qu'elle est moins sur les réseaux sociaux. Et ça fait tout de suite 1000 likes. Ouais. C'est assez rigolo. Ouais. Donc, en effet, de toute façon, il y a une telle course au côté gogo des gens où, en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont dans une antinomie Bien de sûr. propos, de réalité. En même temps, il y a une véritable course à celui qui parle le plus haut, le plus fort. Moi, je vois dans le milieu associatif, c'est quand même celui qui parle le plus, qui est le plus regardé par les financeurs. Et donc, d'ailleurs, moi, souvent, je me dis que je ne parle pas assez parce qu'il y a des gens qui parlent plus, qui font moins. Ouais. Donc, il y a ceux qui font beaucoup. Nous, je vois chez Job IRL, on a un impact incroyable. Vu notre budget, vu le nombre qu'on est pour tout ce qu'on fait entre la plateforme, le mentorat, nos actions dans les territoires, Ouais. les 5000 stages de troisième, les programmes d'insertion, c'est incroyable ce qu'on fait, mais on communique moins que d'autres. Et d'autres qui communiquent beaucoup, quand vous allez gratter, ils n'êtes pas tant de gens, mais comme ils communiquent beaucoup, on parle beaucoup d'eux. Donc en fait, ce qui est assez drôle, c'est que les gens critiquent, mais en fait, en même temps, il y a un effet de course à l'échalote sur ces sujets-là. Ouais. Et en effet, LinkedIn, qui était très pro avant, est devenu un peu plus généraliste. Maintenant, les gens même partagent leurs maladies, Bien sûr. leurs problèmes avec leurs enfants. Enfin bon, c'est parfois un peu très divers et varié. Voilà. Bon, est-ce que c'est dommage? Je ne sais pas. C'est une tendance. En même temps, on n'a plus un autre réseau social qui permette de faire ça. Donc, bon, les gens font là où ils sont. Ils s'adaptent à l'algorithme aussi, sans En doute. même temps, LinkedIn, c'est génial. Moi, j'adore parce que tous les jours, j'ai de l'info qui m'intéresse. Ça me permet de voir ce que faire. Nous, on a énormément de partenaires. Je ne sais pas, aujourd'hui, chez Job IRL, on a au moins 500 partenaires entre les acteurs éducatifs, les entreprises, les fédérations professionnelles, les collectivités locales et autres. Donc, ça permet d'avoir des infos des uns des autres plus faciles. Donc, c'est une vraie source d'infos. Donc, moi, je dirais, il ne faut pas être trop critique parce que sinon, on rentre dans le jeu de ceux qui consomment mais qui critiquent. Donc, après, c'est vrai que ça serait bien que ça reste quand même relativement pro, je dirais. Ouais. Bon, et que les gens utilisent Insta et Facebook pour faire le reste. Voilà. J'aurais pas envie de dire ça, mais ce n'est que mon point de vue. Bon, en préparant cette émission, vous me parliez de la situation aux États-Unis sous le président Trump. Vous avez parlé là, il y a quelques instants seulement du rachat de Twitter, maintenant X, par Elon Musk. En quoi tout ça, ça influence votre vision de l'orientation, l'éducation en France? Alors, je dirais éducation, orientation, peut-être pas encore, mais en tout cas, toutes les politiques diversité, inclusion, donc ce qu'on appelle le D&I aux États-Unis, là, on s'affole. Hein. Moi, je vois tous mes petits camarades patrons d'assaut, on est tous à se dire... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on voit des grands groupes américains, Accenture qui soutient plein d'assauts en France. Alors, pour l'instant, on travaille toujours bien avec eux, mais c'est vrai qu'il y a des annonces aux États-Unis qui font peur, où tous ces grands groupes qui faisaient beaucoup...
Puis aux États-Unis, alors moi-même qui ai été président de l'asso des bénévoles du groupe General Electric, je connais très bien cette culture des grands groupes américains qui soutiennent les associations en France. Nous-mêmes, aujourd'hui, on est soutenus par la banque JP Morgan, qui a un gros programme auprès des jeunes en France. Donc, on sait très bien qu'il y a une mentalité, je dirais, du give back des Américains qui est très fort et qui nous profite beaucoup. Et donc, quand on voit que sous l'ère Trump, j'ai envie de dire, alors qu'il va durer 4 ans, alors bon, il va y avoir les mid-terms dans 2 ans, donc on espère que déjà, ça va peut-être le calmer, enfin, on espère tous, et que ça sera moins long que prévu. Mais comme malheureusement, souvent en France, on réagit un peu à retardement de ce qui se passe aux États-Unis, voilà, on s'inquiète et on se dit toutes ces politiques, parce que c'est vrai que moi-même, quand j'ai lancé Job IRL, toutes ces dernières années, il y a eu quand même beaucoup de choses faites pour la diversité. Alors, on est loin, on a toujours beaucoup de discrimination. Les gens, voilà, hein, les jeunes notamment s'en plaignent, hein, puis les moins jeunes. Mais on avait ce sentiment qu'on avait fait quand même beaucoup de pas en avant. Bien sûr. Mais on sait que c'est très fragile, et donc, puis vis-à-vis des femmes aussi. Donc, l'un et l'autre, voilà, diversité ethnique, femmes, on se dit aux US, là, il ne fait pas très bon vivre. Et donc, j'espère que ça ne va pas trop nous impacter en Europe et en France. L'intelligence artificielle, donc, on en parlait avec vous. Est-ce que, là, vous travaillez sur le sujet? C'est essentiel aujourd'hui dans le secteur de l'orientation de s'y mettre aussi, d'emboîter le pas. Alors, il y a 2 choses sur l'intelligence. Enfin, je dirais même, il y a 3 choses pour moi sur l'intelligence artificielle. C'est peut-être réussir à créer des outils intégrant de l'intelligence artificielle pour encore mieux conseiller les jeunes. Mais alors, pour ça, il faut avoir les bonnes idées, il faut trouver la bonne data, et c'est pas si évident. Mais on y travaille, notamment d'ailleurs avec le groupe Accenture en ce moment et une autre structure où on est en train de travailler sur le sujet. D'accord. Alors, c'est vrai que nous, on a pas mal d'avance sur notre plateforme, hein, puisque d'ailleurs, on a été reconnu par l'OCDE comme l'une des meilleures plateformes d'orientation au sein de l'OCDE, puisqu'ils nous ont labellisé sur notre plateforme d'orientation et sur notre plateforme de mentorat à distance. D'accord. Donc, voilà, ça a été une grande fierté en 2024. Donc, il y a le sujet utiliser l'intelligence artificielle pour mieux conseiller les jeunes. Après, il y a faire découvrir les métiers autour de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, ça, on y travaille aussi avec notre collectif Les Intrépides de la Tech, où on est en train de créer pas mal de modules sur la découverte des métiers autour de l'intelligence artificielle, et notamment pour les jeunes filles. D'accord. Et puis après, il y a un 3e sujet qui est apprendre aux jeunes à utiliser intelligemment l'intelligence artificielle pour... alors peut-être s'orienter, pour faire ses lettres de motivation, pour faire son CV, pour faire plein de choses, et puis faire ses études, et puis travailler, enfin voilà. Ouais. Parce que, à nouveau, l'intelligence artificielle crée une énorme fracture sociale. C'est toujours pareil. Il faut savoir faire son prompt, mais pour faire un prompt, dans le fond, il faut un peu connaître son sujet. Il faut écrire très bien français pour utiliser le mot juste, poser la bonne question. Et puis après, il faut décrypter l'information que vous répond ChatGPT et ses petits camarades. Ouais. Donc, en fait, ça demande, en fait, et c'est toujours là où plus vous êtes éduqué, mieux vous utilisez l'intelligence artificielle. Et donc, c'est toujours une prime à ceux qui sont bien éduqués, qui parlent bien, alors nous, dans notre cas, français, qui s'expriment très correctement, très précisément, qui savent challenger. Moi, j'utilise pas mal aujourd'hui, notamment ChatGPT. Mais ce qu'il y a, c'est que je sais le challenger. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les réponses sont loin d'être bonnes. Pas toujours. Et sont loin d'être exhaustives et justes. Et donc, quand on a un œil très critique, moi, des fois, d'ailleurs, je lui dis, non, mais attends, là, tu me racontes ça, mais non, c'est ça, et ceci, et va regarder là, et ceci, cela. Ouais. Donc, on fait progresser les réponses parce que le prompt progresse. Bien sûr. Mais un jeune, voilà, qui ne sait pas, c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a plein d'enseignants qui rigolent ou pleurent, je ne sais pas ce qu'ils font, mais en voyant les exposés de leurs élèves, parce qu'ils se disent, tiens, ChatGPT va faire mon exposé, mais comme il ne challenge rien, les réponses sont pas bonnes, c'est pas approfondi, et du coup, c'est pas très intéressant, quoi. Il y a encore un peu de travail. Donc voilà, là-dessus. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est créer des outils d'orientation, c'est découvrir les métiers autour de l'IA
et voir en quoi les métiers, même en dehors de l'IA, je dirais, vont évoluer. Comment la Oui. comptabilité évolue avec de l'IA, comment le métier d'avocat évolue avec de l'IA, parce qu'aujourd'hui, la jurisprudence, elle sort en 2 secondes et on a moins besoin d'assistants juridiques. Enfin, voilà. C'est vrai. Et c'est tous les métiers qui sont impactés. On sait que l'IA, aujourd'hui, à la limite, est surtout très puissante sur des métiers à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, une IA lit mieux une radio qu'un radiologue, on le sait. Après, on a besoin de radiologues parce que, de toute façon, j'espère qu'on n'aura jamais une IA qui annoncera une tumeur cancéreuse à un patient, qu'on n'en arrivera jamais là. Mais on sait très bien qu'en termes de précision de lecture d'une radio, l'IA est exceptionnelle. Donc voilà, donc comment on travaille avec elle. Et c'est là où on a besoin soi-même d'avoir de fortes compétences pour bien interagir avec l'IA. On a besoin d'être créatif, on a besoin d'être collaboratif. Et donc, on va avoir besoin de gens créatifs, collaboratifs, inventifs, qui vont s'appuyer sur l'IA pour donner des réponses, mais utiliser tout ça au mieux. Est-ce que ça veut dire qu'on apprend les bonnes choses à l'école aujourd'hui? Alors ça, je suis pas sûre quand même. Ouais. Ça, je suis pas certaine parce qu'on est quand même encore beaucoup dans des schémas du passé. Et puis, on est aussi beaucoup, je pense, notamment en France, déconnecté de la réalité des élèves, quoi. Enfin, vous voyez, aujourd'hui, alors c'est sûr, je sais pas si on prend le cas du français, voilà. Demain, on a besoin de jeunes qui savent échanger et de faire des bons prompts. Ouais. Bon, aujourd'hui, au collège, on en est toujours à étudier Molière. Alors, c'est toujours pareil. Étudier Molière, c'est génial quand vous avez déjà un bon niveau, quand ça vous fait une ouverture culturelle, c'est top. Mais quand je vois le niveau de français de nombreux élèves de 3e aujourd'hui, waouh, On ils en en est sont loin Mm. d'avoir besoin d'étudier Molière, mais ils auraient besoin déjà de savoir parler un vrai français un peu précis. Donc, je Ouais. pense qu'on a besoin de s'adapter aux élèves, on a besoin de s'adapter au monde moderne et de leur faire non des choses rêvées par des gens très académiques, mais très Bien sûr. utiles pour ne pas les laisser décrocher. D'ailleurs, c'est tous les débats actuels sur les groupes de niveau. La semaine dernière, je lisais des articles très intéressants sur l'impact aujourd'hui de ce qu'il en ressort des groupes de niveau. Et alors, j'ai un peu de mal à comprendre ces enseignants. D'ailleurs, j'appelle un appel à travers ce blog aux enseignants. J'adorerais échanger avec eux parce que un enseignant qui dit le problème, c'est de créer des niveaux avec, par exemple, un niveau faible, parce que c'est toujours pareil, le niveau fort dérange personne. Le niveau faible dit on stigmatise les élèves. Ils n'auront jamais ils ne pourront jamais retrouver le niveau de ceux qui ont un niveau élevé. Bah oui, mais le problème, c'est que si on les aide pas à passer de faible à moyen, Oui. comment dans un niveau hétérogène, enfin dans une classe hétérogène, ils vont réellement un jour espérer avoir le niveau fort. Vous voyez, on en revient à ma spirale de la réussite. Tout à fait. Comment un élève qui est en décrochage scolaire parce qu'il a un niveau faible Ouais. va espérer à un moment de toute façon avoir un niveau fort? Malheureusement, il est juste en décrochage. Et tous les jours, il décroche plus. Et au lieu d'espérer, j'en reviens à mon jogging. Moi, je pars avec des marathoniens, au bout de 10 km, je décroche. Donc, quel est l'intérêt de tout de suite partir? Oui, il faut peut-être un groupe hétérogène, et là aussi, et on passe du groupe plus faible au groupe moyen, et puis du groupe moyen au groupe plus fort, mais au moins, on espère progresser. Moi, je n'avais pas du tout vu d'un mauvais œil. Alors après, il faut trouver en effet des solutions pour pas stigmatiser les élèves, mais enfin, il est capital de faire progresser chacun à partir de son niveau et pas à partir d'un niveau rêvé par une poignée d'individus, quoi. La stigmatisation, c'est des sujets aussi qui touchent un certain nombre d'élèves. On en a parlé Ouais, mais régulièrement ici, mais à force, effectivement, ça crée des... à force, à force de les laisser et de ne pas vouloir les stigmatiser, ou au moins de ne pas s'adapter à ce qu'ils sont, on les laisse décrocher. Puis on a 100 000 décrocheurs par an. C'est ça. Et puis on sait que le taux de chômage des jeunes sans emploi, sans formation, il est de plus de 40%. C'est génial. Voilà. Et puis on a 4 jeunes sur 10 de ces catégories-là. Puis entre nous, les autres, ils bossent, comme je dirais, chez Uber Eats ou je ne sais où. Donc je ne suis pas sûre que ça soit ce qu'on... Moi, je préfère qu'ils progressent au collège, qu'ils fassent un bac pro qui les intéresse.
et qu'ils espèrent continuer leurs études et réussir et être dans une voie qui les intéresse, qui est peut-être une voie d'avenir, de l'industrie, de l'artisanat, parce qu'avant que on soit coiffé ou que notre plombier soit un robot, ça, il y a de l'avenir, parce qu'il faut des gestes précis et on n'en est pas là. Ouais. Donc, les services à la personne, il y a plein de métiers avec notre population qui vieillit. Le bâtiment, on ne monte pas encore des murs avec des robots. Enfin, voilà, donc Il y a encore un peu d'espoir. Donc, il y a encore plein d'espoir. Non, mais justement, et c'est où est l'espoir et comment y aller et comment un jeune, selon ce qu'il a envie de faire, il va vers une filière qui lui plaît, et il progresse, il avance, quoi. Il va falloir qu'on mette un terme à cette interview, mais avant qu'on termine, chère Christelle, j'ai quelques questions plus courtes qui demandent des réponses plus courtes. Idéalement, en un mot ou deux, mais je sais que parfois c'est difficile. Avec cette première question, pour commencer, votre plus grande fierté dans votre parcours, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est la création de Job IRL? Oui, j'ai envie de dire, c'est que ça y est, Job IRL existe et que quand un jeune se pose une question, ça y est, il a un réseau pour poser ses questions à un pro, à un autre étudiant. Donc ouais, ça c'est une grande fierté parce que quand j'ai lancé Job IRL, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Diplôme ou expérience? Alors là, j'ai envie de dire les deux. J'ai droit à 2 mots. J'ai envie de dire les deux parce que l'expérience, c'est important, mais le diplôme, ça structure un jeune quand même. Les études, ça structure. Et donc, c'est ce que j'explique à beaucoup de jeunes autour de moi. À un moment, se donner un peu de mal, ça aide. Et puis, les meilleures études qu'on peut faire, ça aide. Parce que se donner du mal à faire des dissertes, se donner du mal à faire des exos de maths, se donner du mal à faire des devoirs un peu compliqués, ça oblige à se pousser un peu le cerveau, ça oblige à sortir de sa zone de confort et du coup, on progresse. Et progresser, ça permet de progresser par la suite. Et puis après, expérience, oui, c'est indispensable parce que selon les métiers, on apprend beaucoup en faisant. D'ailleurs, c'est le propre de l'apprentissage. Tout à fait. Et typiquement, dans l'artisanat, la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux, quoi. En menuiserie, c'est bien de connaître la théorie, mais c'est en pratiquant qu'on devient un excellent menuisier. Ouais. Votre vision de l'éducation, l'enseignement supérieur, l'orientation dans 20 ans? Dans 20 ans? Ouais. Alors, j'espère en effet qu'on aura quand même un peu mieux adapté l'école au monde d'aujourd'hui. Oui. Que chacun, justement, comme je dirais, pourra être dans sa spirale de réussite et qu'on prendra mieux en compte l'individualité de chacun, parce Bien que sûr. chacun en a besoin. D'ailleurs, les très bons comme ceux qui ont plus de mal à l'école, aujourd'hui, tout le monde est dans le même bain et ça ne convient pas à pas mal d'élèves. Qu'on aura fait un grand ménage dans les formations. Alors ça, on n'en a pas parlé. D'ailleurs, il y a le bouquin qui vient de sortir sur Galiléo, le Cube, je crois. D'accord. Et moi, ça fait 2, 3, 4 ans que je dis qu'avec le boom de l'apprentissage en France depuis la réforme, alors c'est génial, mais en même temps, ça a donné une manne ouverte à plein de formations qui n'ont aucune qualité, qui font à peine des cours et qui font croire aux élèves qui vont être super bien diplômés, qui vont avoir de magnifiques salaires derrière, alors qu'ils sont juste dans une école où il y a à peine des cours, parfois des cours à distance, où on ne les aide pas à trouver leur alternance. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des jeunes surendettés au mois de février parce qu'ils n'ont pas trouvé leur alternance, parce que voilà, c'est des formations de faible qualité et de ce fait, ils sont vraiment dans la panade. Donc ça, j'espère qu'on va un peu faire de nettoyage sur tout ça. Si vous deviez passer, Christelle, le flambeau du micro de 20 sur 20, votre micro à 1 ou 2 ou 3 personnes dans le secteur de l'éducation, l'orientation supérieure, à qui vous penseriez là? Alors, je vous proposerais Séverine Lemierre, directrice du CFA d'Engie, qui est une ancienne directrice de CFA en coiffure esthétique, qui a intégré Engie il y a maintenant quelques années et qui connaît très bien l'apprentissage, qui a une vraie vision sur tous ces sujets jeunesse et insertion des jeunes. Super. Donc, je pense que ça serait intéressant. Bon, on va la contacter. Très bien. De votre part, merci infiniment en tout cas Christelle d'avoir été parmi nous. Je rappelle donc le nom de votre plateforme, ça s'appelle Job IRL. Merci encore, puis vous savez que vous êtes toujours la bienvenue de toute façon chez nous. Merci beaucoup, à bientôt.